Ce qui est très intéressant dans la flore laurentienne, c'est que Marie-Victorin, qui est un esprit très nationaliste, mais tourné vers le futur, il dit qu'en 1925, il fait un article extraordinaire dans Le Devoir qui s'appelle « Le Québec, un pays à découvrir, un pays à conquérir ». Et il se dit, il faut cesser de se plaindre contre les Canadiens anglais, il faut, si on veut être propriétaire du Québec, le découvrir, et le développement scientifique du Québec, le développement économique du Québec, plutôt, va se faire par le développement scientifique. Donc, il a une vision du Québec. Et son livre, La flore laurentienne, c'est pas une catégorie botanique. La Laurentie, c'est la région du Québec la plus peuplée, mais ça ne correspond pas à une catégorie. Donc, son titre est un titre politique. Mon nom est Luc Brouillet, je suis conservateur de l'herbier Marie-Victorin de l'Université de Montréal. L'herbier Marie-Victorin, d'abord, c'est un herbier. Un herbier, c'est une collection de plantes qui ont été récoltées et séchées. Puis, une fois séchées et placées sur des cartons, elles peuvent être conservées pendant des centaines d'années sans trop de dégradation si elles sont conservées dans des bonnes conditions. Donc, l'herbier Marie-Victorin a été fondé par le frère Marie-Victorin. Officiellement, la date de fondation, c'est 1920, mais en fait, cet herbier-là était fondé sur tous les spécimens que Marie-Victorin avait récoltés depuis qu'il a commencé à faire de la botanique à 18 ans, 19 ans, en 1903. Donc, la vraie fondation de l'herbier, c'est au moment de la création de l'Université de Montréal, quand l'Institut de botanique, qui est une sorte de département, si on veut, a été fondé en 1920. Ils ont créé l'herbier Marie-Victorin à ce moment-là. C'était le principal outil de recherche du frère Marie-Victorin. Et donc, la base de la collection que nous avons aujourd'hui, qui est de près de 700 000 spécimens, étaient les spécimens que Marie-Victorin avait lui-même ramassés avec ses collaborateurs au cours des années jusqu'à son décès en 1944. Donc, ça a commencé, en fait, dans le quartier latin, en 1920. Puis, en 1939, l'herbier a été déménagé au Jardin botanique de Montréal, ainsi que l'Institut de botanique, quand le Jardin botanique avait été construit, puis il pouvait accueillir des gens, puis des collections, etc. Donc, la raison pourquoi on est ici au Jardin botanique, c'est parce que le frère Marie-Victorin, qui était l'initiateur de l'herbier, était aussi le fondateur du Jardin botanique. Il avait pensé à mettre l'Institut botanique comme la partie recherche du Jardin botanique à l'époque. Et ça dure depuis ce temps-là. Mon nom est Yves Gingras, je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences à l'UQAM. Le frère Marie-Victorin naît, bien sûr, non pas frère, mais naît Conrad Kerouac à Québec en 1885. Donc, il est le fils quand même d'une famille relativement à l'aise. Son père est marchand de grains à Québec. Et d'ailleurs, comme il est le seul garçon de la famille, il commence ses études à l'École commerciale de Québec, qui est tenue par les frères des écoles chrétiennes. Donc, c'est une école commerciale, donc on peut penser qu'il ne l'a pas envoyé au collège classique, parce que probablement qu'il voulait qu'il prenne la succession de la famille. Mais quand Marie-Victorin, dans ses premières années d'études, il se dit avoir les modèles que ses professeurs lui proposent, qu'il veut lui-même devenir frère des écoles chrétiennes. Donc c'est comme ça qu'il va adopter le nom de frère Marie-Victorin. Mais Marie-Victorin, c'est aussi quelqu'un dont la santé est très fragile. Il y a des problèmes pulmonaires, il y a la tuberculose, et donc il est très souvent malade. Et le médecin lui dit, bien, la meilleure façon de guérir, c'est d'aller dans la nature. Donc, c'est comme ça qu'au fond, qu'il commence à s'intéresser aux plantes. On peut dire que sa vocation de botaniste est due par hasard, à partir de 1903, à sa maladie. D'ailleurs, dans son journal, qu'il tient jusqu'en 1920, il parle toujours de la mort, parce qu'il y a souvent des excrétions de sang, il pense qu'il ne vivra pas très, très longtemps. Or, finalement, il va vivre jusqu'en 1944, et d'ailleurs, il meurt des suites d'un accident
d'Otto. Parce que bien qu'il survit, il est de santé fragile, ce qui va expliquer aussi ses nombreux voyages à Cuba. Mon nom est Simon Joly, je suis chercheur en biologie végétale au Jardin botanique de Montréal. J'étudie en fait l'évolution des plantes, donc sur différents aspects, tant génétiques que morphologiques. Puis j'essaie de comprendre un peu d'où origine la biodiversité des plantes en étudiant leur évolution. Donc un de mes projets d'étude présentement, c'est d'étudier la relation entre les plantes et les pollinisateurs et comment les fleurs s'adaptent à leurs différents pollinisateurs pour maximiser leur reproduction. Bien, par exemple, le groupe que j'étudie, c'est un groupe de plantes qui se trouve dans les Antilles, puis il y a des fleurs qui sont pollinisées par des chauves-souris et d'autres par des colibris. Puis il y a eu beaucoup de changements de type de pollinisateurs au fil du temps. Puis j'essaie de comprendre comment se sont faits les changements, donc comment les fleurs sont passées d'un type de morphologie qui favorise la pollinisation par les colibris, donc souvent des pétales qui sont très allongés en forme de tube, vers des fleurs qui sont pollinisées par des chauves-souris, donc des pétales qui sont plutôt ouverts. Donc on essaie de comprendre les bases génétiques, donc quels gènes sont impliqués dans ces changements-là, puis c'est quoi les avantages aussi au point de vue écologique des changements de type de forme de fleurs. Un des avantages de travailler au Jardin botanique, c'est qu'on a des très belles collections, donc on a déjà des plantes qui sont dans les collections, ce qui nous permet de faire des études génétiques plutôt au niveau de la manipulation. Donc, ça nous permet de faire des croisements de plantes ici dans les serres. Donc, il devient botaniste et dès 1908, on voit que c'est quelqu'un qui a de l'envergure, le frère Marie-Victorin, et il se dit il faut une nouvelle flore du Québec. Parce que lui, il apprend la botanique dans la flore canadienne qui a été publiée dans les années 1860 par l'abbé Léon Provencher. Et la première écrite au Québec s'appelle la flore canadienne. Donc lui, il dit qu'il faut remplacer ça. Et bien sûr, il est professeur de primaire et secondaire à Montréal, au Collège de Longueuil, un peu à Westmont aussi, parce que les frères des écoles chrétiennes tiennent des écoles pour des enfants, en gros, de 8 ans jusqu'à 13 ou 15 ans environ. Et donc, son projet d'écrire une nouvelle flore n'est pas réaliste du tout, parce qu'il est simplement dans une école primaire secondaire. Mais le hasard, qui est très important dans la trajectoire de Marie-Victorin, fait qu'en 1920, on fonde l'Université de Montréal. Et comme lui a déjà publié dans le Naturaliste canadien depuis 1908 toute une série d'articles sur les plantes du Québec, on se dit, bien finalement, c'est le mieux placé pour occuper le nouveau poste de professeur de botanique. Il a publié d'ailleurs en 1916 une flore sur une région du Québec. Donc en 1920, il devient professeur de botanique. Et comme il est à l'université, il peut former une équipe. Et c'est avec son équipe qu'il va pouvoir réaliser son rêve d'une nouvelle flore qu'il va appeler la flore laurentienne, qui va donc être publiée en 1935. Donc de 1920 à 1935, 15 années de travail en équipe avec plein de ses étudiants, qui va amener donc la publication de la flore en 1935, qui est son grand œuvre. Ce qu'on fait en général, c'est que les gens récoltent des plantes en nature pour documenter la présence des plantes et leurs variations. Donc, on va chercher des spécimens en nature. On les fait sécher, généralement avec dans un séchoir, en les pressant aussi pour qu'elles deviennent bien plats. Donc, ce qu'on a dans un spécimen d'herbier, c'est une vraie plante. Elle a encore son ADN, ses produits chimiques, sauf qu'elle n'a plus d'eau. Elle est sèche, elle est morte. Et ensuite de ça, on prend ces plantes-là et on les fixe sur un carton, qui est un carton rigide, à peu près grand comme ça, par ça. Et ce carton-là va servir de support au spécimen pendant tout le reste de sa vie utile en musée. Et en plus de ça, on fixe une étiquette, généralement dans un coin, un des coins, le coin droit, où on inscrit toute l'information pertinente à la récolte. Par exemple, le lieu de la récolte, la date de la récolte, le nom des gens qui l'ont récolté avec un numéro de récolte pour en faire un échantillon unique, si on veut. Et souvent des données sur l'habitat aussi. C'est plus fréquent aujourd'hui qu'à l'époque de Marie-Victorin.
on mélangeait un peu localité et habitat à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus, on comprend mieux qu'il faut faire la distinction. Et toutes ces données-là, c'est les données qu'on va maintenant saisir pour mettre dans des bases de données. Ben moi, ma responsabilité comme conservateur, c'est de m'assurer que les conditions sont réunies pour préserver la collection à long terme. Ça, c'est la première grande responsabilité. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on a une salle ou des endroits adéquats où conserver la collection pour que c'est une salle avec certaines contraintes muséales, si on veut. Température un peu plus basse, l'humidité très basse, pas de poussière, préserver de la lumière dans des cases fermées. Ces choses-là, c'est fait pour qu'on garde le spécimen à long terme. Ça, c'est ma première responsabilité. Ma deuxième responsabilité, c'est de rendre ces spécimens-là disponibles pour la recherche et l'enseignement. Ce qui est vraiment la mission de l'herbier. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les rend disponibles aux chercheurs de deux façons. Soit par une visite personnel du chercheur à l'institution, auquel cas on les aide à avoir l'espace, etc. On leur fournit les moyens de faire leur recherche sur place. Ou parfois, on envoie des spécimens en prêt, ce qui est un peu plus risqué, évidemment, ça s'en va en colis. Et son livre, La flore laurentienne, c'est pas une catégorie botanique. La Laurentie, c'est la région du Québec la plus peuplée, mais ça ne correspond pas à une catégorie. Donc, son titre est un titre politique. C'est un titre qui dit « Je parle de la Laurentie », donc ce que nous, on dirait au fond du Québec. Mais il dit bien dans l'introduction que, bon, c'est un titre qui ne correspond pas à la stricte science de la botanique. Mais au fond, c'est un livre de botanique comme la flore canadienne de Provencher, qui, elle, s'appelle la flore canadienne, parce qu'il faut rappeler que le mot « canadien » a toujours décrit, au 19e siècle, les Canadiens français, donc les gens qui habitaient au Québec. Donc, sa flore est une flore scientifique, mais qui est une flore aussi très originale, parce qu'il y en a plein de flores, bien sûr, depuis le 18e siècle, même depuis le 16e siècle, plein de flores, mais lui, sa flore est plus scientifique parce qu'il décrit aussi le nombre de chromosomes. On est dans les années 30, donc la génétique s'est développée au cours des années 20 énormément, et il montre et il donne le nombre de chromosomes dans les plantes. Aussi, et là on reconnaît le Marie-Victorin écrivain, il décrit les usages des plantes, les usages par les Autochtones, les usages par les gens. Donc, il y a comme une histoire culturelle des plantes dans la flore laurentienne. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a une vision du Québec, qui l'incarne dans sa flore, mais aussi dans tout un mouvement scientifique, qu'on pense par exemple au Cercle des jeunes naturalistes. C'est pas lui qui les invente, c'est le frère Adrien, qui est un clerc de Sainte-Croix. Mais c'est lui qui comprend l'importance de ce mouvement-là pour en faire un mouvement scientifique général. L'IRBV, en fait, c'est l'Institut de recherche en biologie végétale. Si on veut, c'est une forme moderne de l'Institut botanique qui avait été fondé par le frère Marie-Victorin. Donc, c'est une collaboration entre le Jardin botanique de Montréal et l'Université de Montréal qui permet d'avoir une masse critique de chercheurs un peu plus grands qui travaillent sur la biologie végétale, donc sous différentes formes de l'écosystème aux molécules, pour comprendre un peu la diversité des plantes. C'est ce qui fait la force de l'IRBV parce qu'on a des gens qui travaillent autant en génétique, en biologie moléculaire, en écologie, en taxonomie, et ça permet d'avoir plusieurs ressources qui sont disponibles pour les chercheurs, les étudiants, afin d'avoir des ressources qui sont très près. Donc, si les gens ont un pépin ou quelque chose à régler, bien, il y a toujours une personne ressource qui n'est pas très loin qui peut nous donner un coup de main. Ça permet aussi de générer des projets qui sont plus imposants, donc en formant des équipes et en allant chercher des subventions, par exemple, qui permettent de lancer des projets d'envergure. Même chose en 1923, Marie-Victorin crée l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, l'ACFAS, qui se réunit d'ailleurs à chaque année au mois de mai depuis 1933. Mais ça a été fondé en 1923. Encore l'idée de dire qu'il faut que le Québec se construise par des organisations scientifiques. Dernier élément pour comprendre l'importance de Marie-Victorin, en 1929, il lance le projet
de créer un jardin botanique. Il dit Montréal, comme toutes les grandes villes du monde, a besoin d'un jardin botanique. Mais pourquoi en 1929? Parce qu'on oublie que Marie-Victorin, comme son père avait une certaine fortune, il lui laisse un héritage assez imposant. Et donc, lorsqu'il a son héritage, les frères des écoles chrétiennes lui permettent de l'utiliser pour ses recherches et pour ses voyages scientifiques. Donc, il entreprend un grand voyage à travers le monde. Il a écrit d'ailleurs un journal qui s'appelle « Voyage à travers 3 continents », où il décrit chaque jour ce qu'il fait à travers le monde. Il visite donc tous les grands jardins botaniques partout dans le monde, en Afrique du Sud, en Angleterre, en France, bien sûr. Et quand il revient, son projet, il dit « Montréal a besoin de ça ». Et comme c'est quelqu'un de très organisé, c'est quelqu'un qui a des amis partout, il réussit à vendre au maire de Montréal, qui est nul autre que Camillien Hood. Mais Camillien Hood était son étudiant au Collège de Longueuil. Donc, c'est incroyable le réseau de Marie-Victorin. Il connaît tout le monde, c'est un fin stratège. Il sait très bien que pour être reconnu ici, il faut être reconnu à l'étranger. Et donc, il s'arrange pour qu'il y ait des comptes rendus à Paris de son livre « La flore laurentienne » par ses amis, parce que, comme il a dit dans une de ses lettres, nul n'est prophète en son pays. Fait que si vous dites que mon livre est bon au Québec, on va me reconnaître. Donc, voyez-vous, c'est un esprit très stratège, très impliqué et très organisé, ce qui explique la réussite de la flore, qui est un travail collectif, et la réussite du jardin, qui va se construire de 29 jusqu'à, en gros, 1937. Donc, l'objectif de mes recherches, c'est de comprendre l'origine de la biodiversité. Donc, pourquoi on observe une si grande diversité au niveau des formes, des fleurs, des porcs, des espèces, puis d'essayer de comprendre d'où vient ça, d'où viennent les pressions. Donc, qu'est-ce qui vient de l'environnement, par exemple, qui fait que les fleurs se sont diversifiées dans tant de diversité de formes et de couleurs. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas tout étudier ça en même temps, donc si on veut, on focalise sur un groupe, puis on essaie de comprendre dans ce groupe-là ce qui a été important. Est-ce que c'est les pollinisateurs? Est-ce que c'est l'environnement? Je ne sais pas, des conditions de sécheresse, des conditions environnementales, des changements climatiques? Qu'est-ce qui a fait, en fait, dans un groupe donné qui a permis aux plantes de se diversifier, donc de créer des nouvelles espèces et de créer une grande diversité biologique que l'on peut apprécier, en fait. C'est intéressant parce que c'est un peu dans la lignée, si on veut, du legs de Marie-Victorin, qui a fondé l'Institut botanique et le Jardin botanique de Montréal, qui avait des chercheurs qui travaillaient. Donc, vraiment, je fais partie, si on veut, de la continuité. Il faut comprendre que la botanique, dans les années 20 et jusqu'aux années au moins 1970, c'est une science relativement descriptive. On n'est pas encore à l'époque de la biologie moléculaire, où on va déterminer la séquence génétique de l'humain, du singe ou d'une plante. Donc, c'est une description. Et les flores sont l'outil fondamental des botanistes. Donc, la flore laurentienne va être lue dans toutes les grandes revues scientifiques, les comptes rendus savants qui vont paraître dans toutes les grandes revues comme Rodora, Oik, etc., des revues américaines, britanniques, disent que c'est un grand livre, que c'est une grande réussite pour nous décrire les plantes du Québec et que c'est un livre aussi original parce qu'il mélange un peu l'approche purement aride de la science avec une histoire culturelle comme décrire les usages des plantes. Donc la réception, généralement, elle est très bonne et on admet que c'est un livre qui est original et qui sert la science. Pourquoi ça fait avancer la science? Parce que la botanique et la géographie, parce que la théorie de l'évolution est liée à la botanique, parce que lorsque les plantes évoluent, il faut qu'on suive leur biogéographie, leur mouvement. Donc, les gens qui font de la botanique aux États-Unis savent très bien qu'il n'y a pas de frontière entre les États-Unis et le Canada pour les plantes. Et donc, c'est un livre dont ils vont se servir lorsqu'ils suivent une espèce en particulier. Au niveau historique, il y a beaucoup de recherches appliquées qui s'est fait ici sur le site du Jardin botanique au sein de l'IRBV. Pour donner des exemples que les gens peuvent voir facilement, il y a beaucoup de travaux au niveau des phytotechnologies, donc d'utiliser des plantes pour régler des problèmes environnementaux. Une chose qu'on peut voir facilement dans la région de Montréal, c'est des murs anti-bruit, donc qui sont faits avec des saules. Donc on construit en fait des murs sur lesquels poussent des arbres qui créent de la verdure, donc qui est bon pour l'environnement, qui capte du CO2, mais aussi qui permet de minimiser le bruit des autoroutes pour les maisons qui sont à proximité. Ça, c'est un des exemples d'applications sur lesquelles on travaille. Et aussi, au niveau des phytotechnologies, il y a
l'utilisation des plantes pour décontaminer les sols. Ça, c'est des travaux qui sont très importants au sein de l'IRBV. Il y a des travaux au niveau des marais filtrants, donc comment on peut utiliser des plantes pour dépolluer, par exemple, des boues ou des rejets domestiques, par exemple, et donc pour assainir l'eau. Il y a aussi des travaux qui se font au niveau du contrôle biologique. Donc, comment on peut utiliser des interactions, par exemple, entre des insectes et des plantes à profit pour limiter l'utilisation, par exemple, d'insecticides ou d'herbicides. Donc, quand je parlais un peu plus tôt que j'essaie de comprendre comment les plantes évoluaient, une des sources qui est très utile, c'est de savoir où les plantes se trouvent dans le monde. Donc, maintenant, on a des informations très, très précises au niveau, par exemple, des climats, de la température, des précipitations, de tous les points, si on veut, sur le globe. Puis donc, en sachant où les plantes se trouvent, on est capable de caractériser un peu, si on veut, leur habitat. Puis on est capable, comme ça, d'étudier aussi comment les plantes peuvent s'adapter à différents habitats, mais aussi comment elles pourraient réagir dans le futur. Et à ce niveau-là, les herbiers sont très, très importants parce qu'on est capable d'aller chercher de l'information qui se trouve dans les herbiers, donc où une plante se trouvait à un moment donné. Et ça nous donne une information à savoir que la plante était capable de se trouver dans ce type de milieu-là au niveau des températures, précipitations, mais aussi du sol. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre la biologie des plantes et d'anticiper, si on veut, comment elles pourraient réagir dans le futur. Donc, c'est sûr qu'il y a il y a une grande recrudescence d'intérêt au niveau des herbiers, avec la numérisation qui se fait assez activée au niveau des dernières années, un peu partout dans le monde. Donc, ça donne à plusieurs chercheurs une mine d'informations qui est impressionnante et qui permet d'étudier plein de phénomènes. Par exemple, comment les plantes peuvent réagir à des changements climatiques. On peut retourner dans le passé, voir où les plantes se trouvaient il y a plusieurs années, comparer avec où elles se trouvent maintenant. Et ça nous permet, avec certains modèles, si on veut, de changement climatique, où elles pourraient se trouver dans le futur. Donc ça, c'est sûr que ce type d'information-là que l'on trouve dans les herbiers est vraiment intéressante pour la recherche. Marie-Victorin va s'intéresser aux espèces aussi moins connues qu'on va trouver, par exemple, aux îles de la Madeleine. Comme on a une île, l'évolution va être différente parce que c'est un espace fermé et l'évolution va être différente. Donc, on se sert de la botanique, la biogéographie, donc la distribution géographique des plantes. Donc, c'est un livre, comme tous les autres, qui décrivent la flore des États-Unis ou la flore du nord du Québec, qui va être faite beaucoup plus tard, parce que comme ça s'appelle la flore laurentienne, il n'y avait pas l'équipe pour décrire la flore du nord du Québec, parce que ça prend du temps, son équipe était trop dit, bon, commençons au moins à décrire là où c'est plus facile à se rendre, hein, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, à Anticosti, en Mingani. Donc ça, c'est des flores qu'il peut décrire. Donc, sur le plan scientifique, ça a été vraiment très bien accueilli. D'ailleurs, dans les années qui vont suivre, il va obtenir 2 grands prix de France, un prix de l'Académie des sciences de France et un prix de la Société botanique de France pour reconnaître son œuvre scientifique. Donc, encore une fois, c'est une reconnaissance à l'étranger qui est très importante et qui démontre que c'est un véritable savant. La flore laurentienne a eu cet effet-là parce que c'est un des livres qui a été le plus souvent réimprimé au Québec. Il l'est encore d'ailleurs et encore vendu malgré que il est moins à jour. On l'a remis à jour en 1995 pour les noms. Mais maintenant, la flore laurentienne, elle n'inclut pas toutes les espèces qui ont été trouvées depuis, évidemment, mais au moins, il y a un bon descriptif. Et l'autre chose, c'est que la flore laurentienne, pourquoi elle est tellement populaire, c'est que Marie-Victorin, d'abord, qui était un très bon écrivain, avait des textes qui avaient une valeur ethnographique souvent. Il est comme sur l'érable à sucre, il va s'étendre sur toute la collecte de la sève. La sarracénie, qui était une des plantes qu'il préférait, il va parler du piège qui capture les insectes, puis qui d'ailleurs fascine toujours les jeunes quand on les fait visiter l'herbier, on sort toujours nos plantes carnivores parce que c'est ça qui va les intéresser. Il y a des choses comme ça, il y a des détails qui sont intéressants à lire. La flore était intéressante, puis comme elle était illustrée aussi. Mais Marie-Victorin
a fait d'autres choses pour encourager les études, les jeunes à tout ce mouvement-là. C'est pas lui qui a eu l'idée des CJN, mais il a certainement poussé pour que les CJN puissent exister au moment de leur création, les cercles des jeunes naturalistes. Et tout ce mouvement-là a fait rentrer la science dans les écoles. La grosse motivation de Marie-Victorin, puis ça, il l'avait écrit avant même qu'il rentre à l'Université de Montréal, il disait, si le peuple québécois, canadien-français à l'époque, et pour avoir son propre développement économique puis son propre avenir, il faut qu'il assume lui-même les connaissances sur ses propres ressources naturelles, dont la flore. Et c'était ça sa grande motivation. Il voulait aussi qu'on ait nos propres scientifiques. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup des scientifiques des États-Unis ou les scientifiques de McGill qui étudiaient notre flore. Il y avait eu la Provencher à l'Université Laval au 19e siècle, mais il y avait eu peu de création d'institutions scientifiques pour faire de la recherche. Alors lui, il se disait, si on éduque les jeunes à la flore, aux insectes, etc., ça va les intéresser à la science, puis on va développer vraiment un mouvement scientifique au Québec. Fait que la flore, plus les cercles des jeunes naturalistes, plus tout le reste de ce qu'il a fait, c'était dans un grand mouvement d'éducation du peuple québécois à l'époque.